On va reprendre donc un document qui a été effectué donc à la 21e journée de la Ligue 1, notamment sur la question de quelles sont les raisons de la réussite de Brest. Donc on avait repris en fait un certain nombre d'éléments à partir de la 21e journée. Donc on avait tout d'abord pris le raisonnement était de dire quelles sont les bases qui constituent on va dire le stade Brestois 29. Donc à la fois on constate que la valorisation est très faible, 79 millions, donc on est bien en dessous de la moyenne de l'ensemble des clubs de Ligue 1. Un effectif qui était faible, 24 joueurs, on rappelle que c'est 30 le maximum, et un âge moyen de 25,5, donc c'est-à-dire que c'est plutôt un âge moyen âgé. Donc on avait déjà ces premiers éléments. Ensuite, on a regardé la situation financière. Est-ce que le Stade Brestois a fait un surinvestissement sur cette année, ce qui a permis évidemment d'avoir des joueurs intéressants. Donc c'est-à-dire qu'il s'est potentiellement mis en déficit. Et là, on constate qu'en fait, sur l'année 2022-2023, donc ils sont retrouvés en positif. Donc, ce n'est pas lié, la réussite de Brest n'est pas liée à un surinvestissement. Ensuite, on a la situation comptable du stade brestois 29, donc sur la 21e journée pour l'année 2023-2024, avec une situation où il y a une augmentation sensible mais pas importante, extrêmement importante du nombre de buts. Sur la partie différence de buts, donc c'est là où ça a le plus progressé, notamment avec la diminution forte du nombre de buts pris, l'augmentation du nombre de buts et le nombre de victoires qui a aussi augmenté. Sur le nombre de nuls, hein, il a stagné, hein, par rapport aux années précédentes. Le nombre de défaites a diminué, donc en fait ça se traduit d'une différence de but qui augmente de manière très sensible. C'est surtout au niveau de la situation collective que les choses ont changé sur cette année, notamment avec évidemment le nombre de duels en fait gagnés, en particulier le nombre de duels gagnés au sol, le nombre de duels gagnés aériens, ce qui a permis en fait de constituer évidemment une grosse force défensive et collective. Sur le nombre de centres aussi, il y a eu une augmentation. Et puis ensuite, on a, bon, globalement, on rentrera pas dans les détails. Euh, Ensuite, donc on a, en termes de nombre de buts, on l'a vu, une augmentation qui rejoint à peine celle de 2020-2021 en termes de moyenne de buts par match et par journée. Et puis c'est surtout au niveau des buts en seconde mi-temps que là ça a fortement augmenté, notamment entre la 45e et la 60e minute, la 75e et la 90e minute. Peut-être ça peut traduire d'un mental qui s'est renforcé. Après, donc sur les statistiques, donc on ne rentrera pas dans ces détails-là. Sur le nombre de pénaltys, là on voit diminution du nombre de pénaltys et donc ça ne traduit pas d'augmentation, on va dire sensible du nombre de pénaltys. Donc le nombre de buts n'est pas lié à une augmentation. Et puis ensuite on a différents éléments sur le nombre de buts concédés par le gardien qui ont considérablement diminué, le sauvetage qui ont un petit peu diminué et puis bon on a quand même plus de buts concédés et puis voilà, on rentrera pas trop dans le détail. Donc ensuite donc on va regarder en fait les éléments donc sur donc on passe en fait de l'année donc 2022-2023 notamment entre la 14e position à tout simplement la 3e position avec 61 points, 17 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Une grosse performance, hein, du Stade brestois. On peut constater évidemment que là on a une information qui est intéressante aussi, c'est que le nombre de joueurs étrangers est à 25%. C'est surtout au niveau d'Éric Roy que les choses voilà, il est engagé en 3 janvier 2023 et il fait un travail évidemment énorme.
Il y a donc un certain nombre de départs, 8 millions, mais après, achat, on va dire, intelligent, des prêts, et puis un petit achat à 3 millions. Donc, notamment, Camara qui se valorise sur cette année. Il y a aussi Doumbia. Donc, on voit en fait que les achats ont été très intelligents. D'un point de vue donc strictement statistique, donc là, on voit qu'ils sont positionnés au meilleur passeur, donc troisième. Ils sont positionnés en fait en troisième, que ce soit sur la meilleure attaque, la meilleure défense et la meilleure possession. Donc ça, et on voit qu'il y a des changements hein, là au niveau PSG, OGC Nice PSG, AS Monaco PSG et LOSC. Donc en fait, ils ont été réguliers sur un certain nombre de points et c'est ça qui leur a permis évidemment de rester bien positionné, que ce soit sur l'attaque, la défense et la possession. Ensuite, donc on va prendre d'autres éléments, donc notamment ils sont positionnés aussi troisième en niveau des passes décisives, quatrième en termes de nombre d'occasions créées, et puis nombre de tags réussis. Donc ils sont premier. Là, en nombre de tacles aussi. Donc là, ça traduit vraiment de cette partie défensive qui a été extrêmement travaillée. Deuxième et troisième position juste après. Donc Ugarte du PSG. Et puis sur le nombre de centres réussis, ils sont bien positionnés. Nombre de duels gagnés aériens et le nombre de duels gagnés au sol, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, on a vraiment cette partie qui est extrêmement importante. Ils ne sont pas présents au niveau du sauvetage. Donc là, on est vraiment sur la traduction du fait que cette année, probablement, la défense était au rendez-vous. Enfin, c'était un des axes les plus importants pour permettre de bien se positionner en Ligue 1. Donc sur le nombre de buts inscrits, donc on est à 53, bien plus hein, que Metz, bien moins que évidemment le PSG, on s'en souvient. 4 pénaltys, donc là on est sur une performance assez faible, on va dire, sur les pénaltys. Et sur le nombre de buts par match et par journée, on est à 1,56. On se souvient des 0,88 de Nantes et 1,02 de tout simplement de Metz. Donc on est bien au-dessus hein, sur cette partie-là. Et puis on voit hein, évidemment que c'est au niveau de la 45e et 60e minute et la 75e et 90e minute que il y a eu des buts hein, qui ont été inscrits. Donc vraiment pour vraiment faire état de- d'une conclusion, c'est vraiment probablement à partir du moment où Eric Roy est arrivé que les choses se sont matérialisées avec une équipe collective défensive, difficile à jouer, difficile à battre, même si sur la fin de l'année quand même, enfin la fin de l'année enfin la fin de la saison, on a eu un décrochage tout de même euh, du stade brestois avec voilà une situation qui était un peu plus compliquée que la facilité dont ils avaient fait preuve d'une certaine façon pendant toute l'année, où il y a eu quand même des doutes et des difficultés, notamment physiques, et c'est ce qui a permis à l'AS Monaco de passer devant.